Bonjour à toutes et à tous. Alors je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver pour cet atelier enregistré sur les intelligences multiples. Alors on va voir en fait qu'il va y avoir tout un cheminement et j'ai intitulé ça donc suis-je fêlé ou zébré. Je pense que vous allez comprendre petit à petit bien sûr pourquoi je parle des zébrures et des fêlures. Donc cette notion déjà un petit peu de zèbre hein, actuellement, pourquoi on a choisi cet animal par rapport à tous les types d'intelligence. Je dirais il y a plusieurs données en fait hein, qui sont rentrées en ligne de compte. Bien sûr c'est très symbolique. En fait, donc c'est un animal déjà tout d'abord qui est singulier. Donc qui va, je dirais, se voir justement parce que par rapport au paysage, il y a une certaine justement singularité. Il y a un petit peu ce côté exotique, donc justement une question de ne pas rentrer forcément dans la norme. Et on va en discuter hein, bien sûr de cette notion de norme. Les rayures, bah, en soi finalement, ce côté noir et blanc, bon, ça veut dire beaucoup de choses. Hein, nos ombres, notre lumière, on verra ça un petit peu quand je parlerai justement des fêlures. Et puis, il y a aussi cette notion que si vous voyez un troupeau de zèbres, en fait, de loin, vous avez l'impression que tous les animaux sont pareils. Or, en fait, quand vous allez vous approcher, les zébrures, c'est quelque chose comme une empreinte, en fait, digitale. Hein, donc, au niveau de notre main, c'est vraiment très spécifique. Chaque animal, en fait, a ses zébrures propres. Voilà, donc il y a finalement plein de raisons. Alors on dit aussi des fois que le zèbre, c'est le seul animal équidé qui n'a pas été domestiqué par l'homme. On en reparlera aussi donc sur le tempérament, le caractère, etc. Donc, avant de démarrer, juste pour me présenter rapidement, donc je m'appelle Aude Valérie Jung. Je suis un scientifique. Donc, j'ai un parcours notamment donc, dans le milieu de l'enseignement supérieur et de la recherche pendant une quinzaine d'années. Et en parallèle de cela, j'ai également donc, tout un parcours en fait de recherche en développement personnel. Et donc, j'ai pu pratiquer pas mal d'outils auxquels je me suis formée, notamment l'énergétique, l'hypnose. Et donc maintenant que je transmets en fait aux personnes que j'accompagne en individuel et également en collectif, donc sur la commune du Reux qui est basée près de Rennes et également à distance. Et je suis également donc certifiée pour faire passer les tests de quotient émotionnel, donc on en reparlera tout au long de cet exposé. Alors, je vais vous proposer, donc tout d'abord, c'est une première question. Et là, c'est vraiment pour vous, c'est vous intérioriser, prendre le temps de voir ce qui résonne. En fait, c'est pourquoi vous vous intéressez, et bon, après on parlera de façon générale, pourquoi on s'intéresse aux intelligences multiples, mais qu'est-ce qui vous a appelé? Pourquoi vous avez acheté en fait cet atelier? Et essayez de ressentir voilà, la part de vous qui appelle, les différentes raisons, et peut-être, hein, je vous fais une invitation, de voir ensuite à la fin de l'atelier, de refaire ce bilan et de voir si le questionnement intérieur a peut-être changé ou s'il y a eu d'autres perspectives d'ouverture ou ce qui s'est passé peut-être à l'intérieur de vous. Alors, pour cet atelier, je vais vous proposer un cheminement en 3 temps. Tout d'abord, avant de parler des intelligences multiples, on va s'intéresser à l'intelligence finalement, de quoi on parle et un petit peu revisiter ça au travers de l'historique, donc vraiment des premières études où on s'est intéressé à cette notion-là jusqu'aux tests maintenant qui commencent à être effectivement assez très scientifiques et fortement développés pour mesurer, pour quantifier cette notion d'intelligence. Ensuite, donc, je vais ouvrir une porte au niveau de cette discussion autour des potentiels, cette notion d'inné ou d'acquis, et on va justement revisiter cette notion de fêlure et de zébrure. Et enfin, donc la troisième clé en fait qu'on va voir, c'est aussi cet éclairage de quotidiennement comment ça se passe. Donc on va discuter ça au travers notamment d'un témoignage d'une de mes clientes et on va aussi justement essayer de se donner un petit peu des points de reconnaissance dans le quotidien, ce qui peut voilà, être vu comme caractéristique, les forces et les axes d'amélioration, les challenges. Alors, on va démarrer donc tout de suite avec cette notion d'intelligence. Et donc, la première question avant de parler d'intelligence multiple, c'est est-ce que cette intelligence, elle est singulière justement, ou bien est-ce qu'elle peut être multiple, voire collective? Donc, on en reparlera aussi.
Alors, j'ai vraiment regardé dans l'histoire, donc vous voyez, de façon finalement assez lointaine, en Grèce antique, il y avait déjà en fait, donc là j'ai mis un exemple hein, d'ouvrage à ce sujet, mais il y en a d'autres, c'est une façon spécifique en fait d'élever des enfants qui avaient des capacités dites supérieures un petit peu à la norme. Donc il y avait déjà cette notion de différence par rapport à une majorité. Et donc ils étaient vraiment éduqués d'une autre façon finalement. L'éducation, à noter, elle était faite en fonction de leur potentiel. Donc on aurait peut-être beaucoup à dire par rapport à l'éducation actuelle, hein, même si maintenant on sait qu'il y a beaucoup de nouvelles tendances justement dans le système éducatif qui s'ouvrent également de plus en plus. Au Moyen Âge, donc les enfants qui étaient dits doués, ils étaient plutôt mis donc, au service de la spiritualité, donc souvent un petit peu regroupés dans des monastères pour développer des capacités, donc notamment d'ouverture de conscience avec un modèle religieux. À la Renaissance et donc au siècle suivant, les hauts potentiels, ou les enfants précoces, hein, on parle aussi des deux, ils étaient aussi pris en charge pour développer donc ces capacités intellectuelles. Et il y a eu un gros tournant, fin voilà, 19e siècle, et puis on en reparlera surtout début 20e. Donc il y a un enseignant qui a justement commencé à voir que les enfants n'avaient pas tous le même rythme d'apprentissage et donc justement a commencé à réfléchir à un programme adapté à leur niveau d'éducation et à leur talent finalement. Et donc là, on va arriver aux premières mesures sur l'intelligence qui ont été vraiment faites. Donc il y a eu toute une réforme à cette époque-là sur l'école obligatoire et il y a un psychologue donc, qui s'appelait Alfred Binet, qui était assisté donc, par Théodore Simon, qui a développé en 1905 le premier test d'intelligence. Alors comme vous le voyez, c'était assez sommaire, hein. Il y avait des questions donc de difficultés croissantes avec par exemple quel est ton nom de famille, peux-tu dessiner un carré, là c'est un petit peu ce que j'illustre sur cette diapo. Et en fait le score de Binet-Simon, il déterminait notamment l'âge mental. En 1912, il y a un autre psychologue, William Stern, qui a repris en fait ses travaux, donc de son collègue en fait français, et qui a vraiment inventé le concept de quotient émotionnel, donc abréviation hein, QI. Et le terme en fait de quotient s'est imposé parce qu'en fait il y a eu donc vraiment dans le calcul une division qui a été faite pour établir le résultat et cette fois-ci la formule du quotient intellectuel prend en compte l'âge réel et l'âge mental également. Ensuite, il y a deux Américains qui ont élaboré de nouveaux tests, donc notamment Terman et David Wexler, qui ont créé le quotient intellectuel standardisé. Un test dans lequel la référence en fait n'est plus l'âge, mais un résultat obtenu par rapport à la population générale. Et là, ça a été vraiment un tournant. Du moment qu'on a commencé à faire cette comparaison par rapport à une moyenne générale de population, on était vraiment aux prémices de nos tests actuels de quotient intellectuel. Donc on y reviendra. Aujourd'hui, on en a, je dirais, trois principaux en fonction surtout des âges. Donc, il y a le WAIS, hein, le W-A-I-S, c'est pour les adultes. Le WISC, donc c'est pour les enfants généralement entre 6 et 16 ans. Et le WPPSI, donc c'est en fait pour les enfants en dessous de 6 ans. Alors, la question, c'est finalement, sait-on ce que l'on mesure ? Alors là, j'aimerais parler d'une étude qui a été faite par Lewis Terman. Donc, il a pris donc, une population de 1500 écoliers à fort potentiel. Et en fait, il a vu que le résultat au test de quotient intellectuel n'est pas à lui seul en fait une valeur suffisante pour déterminer l'intelligence ni le génie. En fait, ce qui s'est passé dans son étude, c'est que malgré qu'il y ait des fois des gens donc, avec des capacités hors normes, ces personnes ont quand même dû beaucoup travailler. Donc, il y a eu des dizaines, en fait, parmi ce panel de 1500 qui ont été recalés déjà à leurs examens. Et au contraire, il y a eu deux personnes, en fait, qui ont été recalées au test de quotient intellectuel et qui ont quand même reçu le prix Nobel de physique. Donc, je montre l'exemple hein, de Einstein, mais il y a d'autres. Il y a par exemple aussi Charles Darwin. Tous deux étaient considérés comme des écoliers finalement assez médiocres.
Pourtant, hein, donc Einstein, on sait qu'il a un quotient intellectuel, je crois, d'environ 160. Donc on sait bah, le génie, ce que ça a pu développer comme innovation, etc. Et donc en fait aussi, c'est dire que certains esprits sont si novateurs en fait qu'il est difficile de juger leur intelligence. Donc la conclusion finalement en fait de cette étude, c'était aussi de dire que le génie finalement n'est pas mesurable. Alors, les tests de quotient intellectuel, ils mesurent bien quelque chose, hein, même si cette chose, finalement, elle est difficile à définir. En fait, on voit, donc au niveau scientifique, c'est pour ça on dit que ça mesure bien quelque chose, parce qu'il y a quand même une notion de reproductibilité, c'est-à-dire on refait le test, le résultat, voilà, alors le même, bien sûr, on considère certaines variations hein, par rapport à des écarts types qui sont définis, mais quand même, ça reste finalement quelque chose, une donnée qui est quantifiable de cette façon. Alors, se conserve aussi en grande partie au cours de la vie. Donc, on verra d'autres types de quotients tout à l'heure, mais c'est vrai que l'intellectuel, c'est peut-être le plus stable. Alors, bien sûr, voilà, ça évolue surtout fortement, donc jusqu'à peu près l'âge de 18 ans, 18-20 ans. Et ensuite, effectivement, c'est considéré comme assez stable. Et encore une fois, c'est des tendances qui ont été observées et il n'y a pas de vérité absolue. Donc, le quotient intellectuel, il ne définirait pas la douance, mais il va l'apprécier, c'est un indicateur. Et on a vu aussi, hein, prenez l'exemple d'Albert Einstein, bah, c'est un pouvoir prédictif relatif hein, aussi de réussite scolaire. Alors, le QI, donc finalement, souvent on le dit synonyme d'intelligence. On est toujours dans cette question de qu'est-ce que c'est que l'intelligence. Or, en fait, ce n'est qu'une expression possible. Ce n'est pas un diagnostic en lui-même, c'est plus en fait une révélation d'un fonctionnement cognitif. Et donc je rappelle en fait la définition exacte, hein, c'est qu'il quantifie ce quotient intellectuel, le degré d'efficience d'une personne dans un ensemble d'épreuves standardisées comparativement à l'efficience d'un échantillon de personnes représentatif de la population. Donc par exemple, je vais prendre cette courbe, vous voyez, dite courbe de Gauss à droite, donc un petit peu en cloche. Donc on va considérer que pour la population actuelle, on a un quotient intellectuel moyen de 100. C'est là où il y a la majorité, en fait, hein, vous voyez, donc le sommet de la courbe hein, qui est présent à ce niveau-là. On va considérer des écarts types autour de cette valeur moyenne. Et suivant ces écarts types, on va dire effectivement qu'on est ou pas haut, très haut ou très très haut potentiel, parce qu'en fait, il y a les trois. Donc, on considère en général aujourd'hui qu'un score égal ou supérieur à 130 au test de quotient intellectuel est retenu comme un indicatif, donc de douance. Après, on a les très hauts quotients intellectuels supérieurs à 145. Donc là, oui, hein, je n'ai même plus là sur la représentation vraiment l'échelle. Et puis, on va avoir les très très hauts quotients intellectuels pour des QI supérieurs à 160. Et à ce niveau-là, il y a même donc des formes d'intelligence plutôt conceptuelles hein, qui ont été montrées. C'est le cas par exemple aussi hein, de René Descartes, par exemple. Alors, je montre ici un exemple donc de tests d'indicateurs en fait qui sont dans le WISC 5. Donc pourquoi 5 parce qu'en fait, donc bien sûr, le quotient intellectuel moyen évolue aussi, bien sûr, en fonction du temps, hein, la population, notre intelligence, etc. Nos potentiels, en fait, finalement, se développent. Donc, le standard qui était là il y a 10 ans, il n'est plus le même qu'aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'il y a toujours une mise à jour, en fait, de ces indicateurs. Dans le 5, il y a actuellement 5 indices principaux. Donc, c'est bien pour les enfants de 6 à 16 ans. Donc, voilà, on va avoir, par exemple, la compréhension verbale, un indice visio-spatial, un raisonnement, fluide ou pas, la mémoire de travail et la vitesse de traitement des informations qui est considérée. Puis, il y a aussi des indices supplémentaires, donc je ne vais pas les détailler. Vous avez ici la source, si vous voulez aller chercher plus loin les différents types d'indices. Alors, les intelligences multiples, finalement, pourquoi on s'est intéressé à ça, en fait? Parce qu'il y avait une hégémonie en fait du quotient intellectuel. Donc l'idée de faire intervenir cette notion, c'était justement un petit peu critiquer le fait que l'intelligence serait unique et innée. Donc cette théorie a été élaborée en 1983 par Howard Gardner, donc qui était professeur à Harvard.
et qui a également été enrichi donc en 1993. Et donc cet auteur, il a identifié 8 formes d'intelligence. Donc on va un petit peu les passer en revue. Donc, vous voyez en fait la première, l'intelligence intrapersonnelle. Donc, celle-là, en fait, elle se permet, pour ça qu'il y a un petit peu là, j'ai pris cette BD où il y a le symbole du miroir. C'est en fait avoir une représentation de soi qui est assez précise, qui est assez fidèle et arriver justement ensuite à l'utiliser. Donc, c'est vraiment une sollicitation un peu des images de soi et donc cette capacité à aussi décrypter par exemple ses propres émotions. Voilà, ses besoins, ses désirs, etc. Ensuite, on a l'interpersonnel, donc c'est la capacité de comprendre les autres, de communiquer avec eux et des fois donc d'anticiper l'apparition d'un comportement. Ensuite, on a la logico-mathématique. Alors, c'est pas bien compliqué, hein, ça permet justement de résoudre des problèmes abstraits de nature plutôt logique ou mathématique. On a la corporelle, kinesthésique, donc c'est la capacité d'avoir le contrôle de ses mouvements au niveau de son corps, pratiquer des activités, par exemple hein, la danse, le sport, etc. Mais aussi utiliser son corps pour exprimer une idée ou un sentiment. Voilà. La linguistique, donc c'est d'après Gardner hein, la capacité à utiliser et à comprendre les mots et les nuances de sens. Donc à la fois, hein, c'est voilà, arriver à, vous avez une entrée d'informations, vous avez des stimuli et puis vous allez avoir aussi la production par le langage, hein, l'écriture, etc. C'est toute cette chaîne-là. L'intelligence musicale, c'est percevoir et créer des rythmes et des mélodies, hein, reconnaître des modèles musicaux. L'intelligence spatiale, c'est trouver par exemple son chemin dans un environnement donné et aussi établir des relations entre les objets dans l'espace. Il y a la naturaliste écologiste. Alors celle-là, justement, en fait, elle est très utilisée par les naturalistes, les botanistes, les zoologistes hein, ou les archéologues. En fait, c'est une capacité à classer les objets, les différencier par catégorie, etc. À noter, donc c'est pas représenté parce qu'il y en a 8, mais Gardner a quand même parlé d'une... Alors, pour lui, c'était pas une intelligence à part entière, hein, il parle de 8 et demi dans son tableau, donc c'est l'intelligence existentielle ou spirituelle, hein, c'est-à-dire pour Gardner, l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. Aussi, voilà, la capacité à penser un petit peu sur notre origine hein, et notre destinée. Alors, si on résume un petit peu ce qu'on a vu jusque-là, cette notion d'intelligence, finalement, elle ne peut pas se raisonner à une histoire de quotient intellectuel, de chiffres, d'intellect pur. Si on regarde, donc j'ai un petit peu regardé toutes les définitions qu'on peut avoir sur les différents types d'intelligence, parce que, ok, il y a l'intelligence humaine, ouais, déjà assez complexe, mais il y a aussi des intelligences artificielles. Ce qu'on peut retrouver à chaque fois, le point commun, c'est que c'est une capacité en fait de rassembler de l'information, d'apprendre de celle-ci et de les prendre en compte pour trouver des solutions. Donc il y a une capacité de résolution de problèmes en fait derrière. Gardner a rajouté en fait que c'est aussi, ça peut être le fait de concevoir quelque chose d'important dans un certain contexte culturel. On va en reparler, par exemple une innovation, hein, quelque chose qui apporte, qui rend service par exemple. Contexte culturel, on en parlera parce que c'est cette notion d'influence de notre environnement, de notre culture, là où on est né, etc., qui peut avoir un impact en fait à ce niveau-là. Et la grande ouverture qu'il y a eu dans l'historique, c'est qu'il y a eu une place de donner à l'intelligence du cœur ou de l'intelligence relationnelle. On a vu un petit peu là dans le cheminement, on commençait à en parler, et également sociale. Alors, si on arrive sur cette intelligence émotionnelle, donc qui émerge là aussi, hein, à partir des années 1990, donc développée par deux psychologues, Salovey et Meyer. La définition, elle est née en fait en 97. Donc, je vous la laisse hein, regarder, c'est l'habilité à percevoir et à exprimer les émotions, à les intégrer pour faciliter la pensée, à comprendre et à raisonner avec les émotions, ainsi qu'à réguler les émotions chez soi et chez les autres. Et donc c'est Goldman en 95-98 qui a écrit un livre qui a revisité ce concept et qui a associé à l'intelligence émotionnelle une notion de compétence.
Et donc ensuite, pour quantifier cette intelligence émotionnelle, il y a eu notamment les travaux donc, du docteur Barron en 97, donc pour ce premier test en fait de quotient émotionnel. Donc on en reparlera, mais cette intelligence émotionnelle, la particularité qu'elle a, c'est qu'elle peut justement se développer dans le temps. Alors il y a plusieurs façons de faire, hein. Ça peut être se former, il y a des thérapies, enfin bon, il y a plein de possibilités, mais en tout cas, elle n'est pas forcément innée et elle peut être développée. Et donc il y a eu aussi beaucoup de médias qui se sont emparés de cette nouvelle, hein, et voilà, qui ont rouvert le débat sur la définition de l'intelligence. Alors maintenant, on va un petit peu parler d'atypisme aussi. On a parlé de normes tout à l'heure et justement, on va voir un petit peu les différentes formes, les différentes étiquettes que l'on donne actuellement justement à cette notion de zèbre, d'intelligence multiple, etc. Alors, d'où vient la notion d'atypisme? Ça vient en fait de neuroatypique. Donc ça veut dire qu'il y a un fonctionnement cérébral qui est différent d'une norme donnée ou de la majorité. Alors, vous voyez, hein, que j'ai mis une petite citation à droite sur cette notion de norme dont on pourrait bien sûr discuter très très longtemps. Est-ce que ça existe vraiment? Est-ce qu'on n'a pas notre singularité propre? Et que chaque homme finalement est une exception à une règle qui n'existe pas. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en plus, ça évolue dans la population. Donc, la norme aujourd'hui ne sera pas la norme de demain. Peut-être que plus qu'il y aura d'intelligence justement multiple, plus les tests aussi vont changer. Enfin, il y a toutes ces données à prendre en compte. En tout cas, actuellement, il y a vraiment une réalité neurophysiologique, c'est-à-dire par des imageries IRM, par exemple, mais il n'y a pas que ça. On sait que voilà, le fonctionnement, la structure des fois du cerveau, on va le préciser un peu à chaque fois, n'est pas la même. Alors, la première forme d'atypisme que l'on considère, c'est cette notion de douance. Donc aussi, les termes qu'on utilise, c'est surdoué, haut potentiel, zèbre. Donc quand on parle de zèbre, en général, on cible plutôt les hauts potentiels. Mais au final, vu que on découvre en fait de nouveaux atypismes assez régulièrement, finalement, c'est un terme qui est utilisé un petit peu de façon générique. Phylocognitif aussi. Donc les zèbres, il y aurait 2 à 5% de la population actuelle concernée. Il y a deux types de profils et souvent c'est un mélange des deux que l'on a. Le profil complexe et le profil laminaire. Alors on va voir les différences. Pour le profil laminaire, donc le quotient intellectuel, il est plutôt homogène. C'est-à-dire, donc on a vu tout à l'heure dans les indicateurs, en fait, on a plusieurs types d'indicateurs. Le WISC, je vous ai montré qu'il y avait 5 indicateurs, le WISC 5 actuel. Ça veut dire qu'en fait, pour ces 5 indicateurs, on va avoir toujours des scores très élevés. Donc très élevés, c'est toujours cette notion par rapport à une moyenne en fonction d'un certain nombre d'écarts types. C'est un raisonnement qui est plutôt analytique, c'est-à-dire on va décomposer donc élément par élément plutôt que de voir de façon globale, qui va être très pointu, donc très précis. C'est le côté un peu chirurgical avec une grande rapidité. Souvent, il y a chez ces personnes une passion pour un sujet en particulier, souvent scientifique, mais pas que. En tout cas, il y a un goût pour apprendre. Dans les enfants, c'est plutôt des bons élèves, mais sans spécialement de goût pour l'effort, parce qu'en fait, ils n'ont pas forcément besoin de le développer. Des personnes assez peu à l'aise avec leurs émotions préfèrent en général l'introspection. Donc en fait, c'est un peu l'archétype du surdoué médiatisé. Le complexe, alors lui, c'est un autre zèbre, il a un raisonnement plutôt intuitif et analogique. Donc analogique, vous savez, des fois l'analogie, c'est qu'on travaille par comparaison. Donc on essaie de voir des correspondances et ça permet aussi des fois de faire des liens et d'appliquer des correspondances qui existent pour un certain domaine à un autre où il n'y a pas forcément de lien a priori. C'est des profils avec des quotients intellectuels plutôt hétérogènes, donc c'est-à-dire que on va avoir donc sur ces indicateurs, ces sous-indicateurs dans le quotient intellectuel, plus de variabilité. On peut avoir par exemple un des indicateurs, on va être à 135 et l'autre, on peut être à 80. Et donc c'est plus difficile à détecter. Ce qui fait aussi au passage, je souligne le fait que pour certains tests, le fait qu'il y ait tellement d'écart entre les indicateurs fait qu'il n'y a même pas de calcul de quotient intellectuel global. En fait, c'est pas possible d'après les modèles mathématiques en fait derrière.
Il y a souvent une hypersensibilité associée, beaucoup de créativité, une avidité, donc une soif de connaissance, un fort ressenti de décalage avec les autres, ce qui ne veut pas dire, hein, je souligne aussi, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas pour l'autre profil, en fait. Hein. C'est des tendances à chaque fois que je donne. Il y a des points qui vont peut-être vous parler plus que d'autres, qui vont résonner. On n'a pas forcément tout non plus. Je vous dis encore une fois, l'idée, on donne un peu des profils types, mais type, c'est encore une fois relatif. Et donc souvent, pour ces personnes, des parcours un peu plus chaotiques au niveau scolaire et professionnel. Hein. Voilà, il y a des difficultés des fois, hein, pas toujours, de socialisation et un fort besoin de trouver sa place dans la société. Pour les deux profils, ce que l'on sait, c'est que le cerveau, il est structurellement différent. Donc, c'est-à-dire quand vraiment on mesure les taux de myéline, donc la myéline, en fait, c'est un composant donc, qui fait la gaine, notamment au niveau de tout ce qui est neurones, hein, donc ce qui permet en fait les influx nerveux de se transmettre. Le taux, en fait, n'est pas le même. Et les connexions non plus, elles sont donc neuronales plus rapides. Et il y a un traitement de l'information et une arborescence de pensée plus vive. Alors, je reviendrai sur cette notion d'arborescence. Je l'ai mise là parce que c'est vrai qu'elle est imagée. On voit l'arbre, voilà, avec les ramifications. Mais c'est vrai que c'est le terme a été remis en question. On parle maintenant plutôt de pensée divergente par opposition à la pensée convergente. J'y reviendrai tout à l'heure. La haute, l'hyper ou l'ultra sensibilité. Donc si vous voulez en savoir plus sur le détail, j'ai donc un article que vous avez en lien donc tout en bas sur mon site internet. Qu'est-ce que l'hypersensibilité? Vous aurez tout le détail. Là, je donne vraiment une synthèse. Donc ça concernerait 20 à 30% de la population. Donc là aussi, les chiffres ont fortement évolué ces dernières années. Hein. On était plutôt à 20% il y a une dizaine d'années, 30% aujourd'hui. D'après ce que l'on sait, en fait, peut-être, alors pour plusieurs raisons, hein, peut-être que l'on en parle plus, peut-être que dans la population, il y a plus de personnes avec ces caractéristiques. Enfin, il y a un ensemble de paramètres, je ne suis pas allée jusqu'à essayer de voir hein, l'origine de cette variation. En tout cas, en France, il y a deux personnes qui ont beaucoup travaillé dessus, c'est Saverio Tomasella et Marie-France de Palacio, où en fait, ils ont vraiment distingué pour la haute sensibilité un caractère donc très développé en sensorialité, l'émotivité qui est très forte et des caractéristiques de cognition, c'est-à-dire sur le mode de pensée différentes. Avec donc pour l'ultra-sensibilité, ils ont rajouté des caractéristiques d'empathie, d'intuition, un besoin vital de créer. Aux États-Unis, il y a le modèle DUZ d'Hélène Aron qui a été développé. Alors chaque lettre veut dire en fait quelque chose, hein. Le D pour profondeur de traitement de l'information, le O pour surstimulation cognitive, le E pour réactivité émotionnelle et empathie, et le S pour sensibilité aux stimuli subtils. Alors donc dans le cerveau, on voit qu'il y a vraiment une suractivité au niveau des neurones miroirs. Alors justement, ils portent bien leur nom, hein, ces neurones. C'est cette capacité voilà, d'être un miroir l'un pour l'autre, donc d'être en connexion avec l'un et l'autre, hein, cette capacité d'empathie en fait qui est derrière, et des zones au niveau du cerveau, notamment l'insula et l'amygdale, qui sont en fait beaucoup plus actives. Le cerveau, il est structurellement identique par rapport à voilà, une majorité de population. Mais par contre, il capte plus d'informations plus rapidement. Donc, il y a un système neurosensoriel qui est plus développé. Ensuite, troisième atypisme, c'est les TDAH. Donc, ça veut dire trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, cela concernerait 5 à 8% de la population. L'atypie, elle a été constatée au niveau neurodéveloppemental, pardon. Donc il y a une difficulté à moduler les idées, donc ça implique un trouble de l'attention. Au niveau des gestes, donc c'est souvent une hyperactivité justement, hein, le fait de voilà, bouger tout le temps par exemple. Les comportements, beaucoup donc d'impulsivité par exemple. Au niveau des émotions, par exemple, une hyperréactivité émotionnelle. Les 6 à 8% de la population, donc on aurait pour une classe d'âge identique
environ 4 à 5% de dyslexiques, 3 de dyspraxiques et 2% de dysphasiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Là-dedans, en fait, on va avoir vraiment différents modes de dys, donc dyscalculie, c'est-à-dire l'altération de la capacité à comprendre et à utiliser les nombres. La dyslexie, donc justement, et la dysorthographie, ça va être l'altération de la lecture et ou de la production d'écrit et d'orthographe. La dyspraxie, c'est l'altération du développement moteur et ou des fonctions visio-spatiales. Donc, vous voyez, en fait, bon, on rentre dans vraiment des ramifications dans chaque portrait. Bon, si jamais, je les donne quand même parce que peut-être vous en avez entendu parler, peut-être que ça vous a interpellé, vous ne savez pas dans quelle catégorie les mettre, mais ça va, je dirais, dans l'étiquetage, vous voyez que c'est assez loin. En fait, ça apparaît généralement, on constate à l'école primaire, à maternelle éventuellement, où il y a le caractéristique, enfin ce qui fait un petit peu penser à ça, c'est le retard ou la difficulté d'apprentissage dans le langage. L'autisme. Alors là, c'est peut-être l'atypie où je dirais vraiment ce que je vais dire, c'est à prendre encore avec peut-être plus de recul. Il y a vraiment donc le corps médical qui s'intéresse à ça, qui va permettre d'aller voir les différents types d'autisme qu'il y a. Donc il y a vraiment un large éventail de singularités. Et ça peut concerner autant les personnes avec un déficit intellectuel, mais des difficultés verbales ou aussi des facultés hors normes. Donc, vous voyez, en fait, il y a vraiment tout. On parle dans cette famille de TSA, donc de troubles du spectre de l'autisme. Asperger, par exemple, en fait, on n'en parle plus officiellement. Voilà, ça a été remplacé. Voilà, on parle alors. Pour les professionnels médicaux, eux, ils parlent de dyade autistique, c'est-à-dire en fait d'un mélange de caractéristiques qui leur servent en fait à dépister cette tendance. Ressenti de difficultés sociales, de par un déficit justement dans la communication souvent. L'intérêt, le comportement des activités qui sont à caractère des fois restreint et répétitive. Ça peut aussi se composer avec une hypersensorialité spécifique ou une hyper-émotivité. On sait qu'au niveau du cerveau, les informations ne sont pas transmises de la même façon, donc il y a vraiment une perception qui est différente de la vie, du monde, de la relation à soi et de la relation aux autres. Alors après, pour complexifier le portrait, il y a ce qu'on appelle les hybrides ou les twice exceptional, c'est-à-dire on va combiner deux caractéristiques. Par exemple, on est au potentiel intellectuel, on a aussi un trouble du déficit de l'attention, on peut être aussi au potentiel Asperger hautement sensible. Enfin, il y a vraiment toutes les combinaisons possibles. Donc vous imaginez la multiplicité des singularités. Il y a aussi, dans ce que j'ai dit, là aussi, il n'y a pas de... c'est des tendances. Mais par exemple, si je vais détailler, l'hypersensibilité, elle concernerait la majorité des hauts potentiels intellectuels. Mais on peut être hypersensible sans être concerné par la douance. Donc c'est pas toujours du vice-versa non plus. Les hauts potentiels émotionnels, eux, ils vont présenter des caractéristiques, des points communs avec la haute sensibilité, mais aussi des différences. Par exemple, les hauts potentiels émotionnels sont souvent hypersensibles, mais on peut être hypersensible sans être haut potentiel émotionnel. Et ça, c'est important, j'y reviendrai, parce que c'est vraiment des compétences qu'on peut développer. Les HPE, ils représentent environ 2% de la population, et les hypersensibles en représentent 30%. Donc là, vous voyez aussi que les chiffres, il peut y avoir des gros écarts. Alors, la notion de multipotentialité. Quand on n'arrive pas à se reconnaître, non, je caricature, mais ça a été quand même un petit peu mis, peut-être comme une autre étiquette complémentaire à ce qu'on vient de voir. Des fois parce qu'on se retrouve dans certains, mais pas dans d'autres. Et cette notion, elle a été introduite en 1972 donc par un monsieur qui s'appelait Frederickson. Comme son terme l'indique, c'est assez facile, c'est une capacité à exceller dans plusieurs domaines, au moins deux. Voilà. Et ensuite, surtout le gros coup d'accélérateur, et pourquoi là on a l'impression que c'est nouveau, alors qu'en fait vous voyez que c'est pas tellement récent, ça a été donné dans les années 2010, donc par Tamara Fischer et Barbara Scher,
qui ont vraiment porté cette notion un petit peu comme une reconnaissance hein, en termes d'identité. Et donc ce qu'elle donne en fait hein, comme piste de caractéristique, c'est cette notion d'être comme un scanner humain. Donc le fait aussi de s'intéresser à des sujets de A à Z, mais assez rapidement. C'est-à-dire une fois que pour ces personnes, l'essentiel, alors bien sûr qui est subjectif et atteint, on passe à autre chose. Hein. Donc ça va vraiment droit au but, avec une grande rapidité. Il n'y a pas forcément voilà, de liens qui sont facilement explicables à l'entourage. Il y a un grand esprit de synthèse, un apprentissage qui est très rapide, une grande adaptation. Et donc là, on va retrouver cette notion de faire des liens, des fois avec des choses auxquelles la majorité ne pense pas, et aussi de créer hein, donc justement du neuf, de l'innovation. C'est une caractéristique atypique souvent liée à la douance. Donc les surdoués à profil complexe, ils sont davantage multipotentiels que les surdoués à profil laminaire, mais on peut être multipotentiel sans être surdoué et vice-versa. Sur le plan neurophysiologique, on sait que le mode de câblage est singulier. Donc il y a une densité différente au niveau des neurones. On pense qu'au niveau du développement entre l'âge de 3 et 6 ans, il y a un développement singulier. C'est un âge en fait où il y a beaucoup de connexions neuronales qui sont créées et aussi beaucoup qui sont naturellement éliminées, qui ne servent à rien et voilà. Et là, il y a des différences dans le développement. Il y a une pensée divergente accrue et plus rapide, donc avec un taux de myéline plus important, justement un petit peu comme chez les surdoués. Alors, je vais revenir ici sur cette notion justement de pensée divergente. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Le mode de pensée convergent, c'est trouver la meilleure solution. Donc, c'est vraiment faire converger, rassembler toutes les informations, synthétiser pour en fait décider. La pensée divergente, c'est au contraire, on ouvre en fait le champ des possibles, on va poser plein de questions, on va ouvrir un petit peu comme des pop-up, plein de cases dans sa tête pour trouver le plus de solutions. C'est-à-dire, c'est une capacité donc d'imaginer, de générer de nouvelles possibilités. J'ai juste mis ce schéma pour dire qu'en fait là sur le diapo d'avant on a l'impression que les deux s'opposent alors qu'en fait que les deux sont nécessaires et doivent se combiner pour justement en fait vraiment trouver une solution. Hein. Vous voyez d'un problème, hop, on ouvre vers différents types de choix et c'est effectivement aussi nécessaire d'aller ensuite converger pour agir, pour créer des solutions, pour être dans le concret, pour voilà, proposer des décisions. Donc il y a vraiment une complémentarité des deux types de modes de pensée. Alors, cette notion de potentiel, elle est très importante. L'intelligence, elle est en partie génétique. C'est-à-dire qu'on est avec un certain potentiel. Enfin, c'est ce que les chercheurs s'accordent à dire. Voilà. Pour la haute sensibilité, notamment, ils ont vraiment associé ça en partie à un tempérament, par exemple, de naissance. Voilà. Mais pour moi, il serait très réducteur de l'envisager uniquement de cette manière. Pour moi, chaque vie humaine en fait contient des potentiels et à la croisée voilà, de la science et de la spiritualité, les deux s'accordent. Pour une fois, voilà, profitons-en hein, qu'il y ait ces passerelles. En fait, à reconnaître que la conscience actuelle humaine ordinaire, elle ne représente qu'une petite, un fragment, une couche de toutes les perceptions que l'on peut avoir de ce qui nous entoure, de ce qui nous constitue et qui est des fois complètement invisible. Ou sur d'autres dimensions, parce que voilà, on les perçoit pas. L'infiniment petit, l'infiniment grand. On sait que ça existe et pourtant, tant qu'on l'a pas vu, etc., on l'a pas expérimenté, on ne sait pas que ça existe en fait, quelque part. Ça veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, si je reviens à cette notion, par exemple, quand on parle de haut potentiel, en fait, pour moi, ils n'ont pas une intelligence supérieure ou plus forte que les autres. C'est une forme en fait d'intelligence singulière. Et cette notion d'indicateur, vous avez compris que ça vient d'un test qui est actuellement ce qu'il est, qui existe et qui est important parfois parce que on peut en avoir besoin dans son parcours de passer par là pour se reconnaître, pour mieux comprendre son mode de fonctionnement. Et après, la différence, ça va être juste de qu'est-ce qu'on en fait, comment on l'utilise. Est-ce qu'on reste là-dedans
ou est-ce que bon, c'est une étape dans le cheminement personnel? Et pour moi, l'enjeu en fait est à ce niveau-là. Et donc, dernier point, alors sur chacun des mots que j'ai mis là, on pourrait en parler très longtemps, mais pour moi, il y a un potentiel que, alors, moi je crois, je visualise, hein, qui est vraiment de ressources intérieures, qui est voilà, très très vaste, voire infini, après ça dépend comment on se positionne. Et l'idée, ça va être notre libre arbitre, c'est-à-dire le choix que chacun va poser en son âme et conscience, d'aller voir ou pas, d'aller plonger à l'intérieur de soi pour essayer de comprendre, voilà, ce qui lui appartient, ce qui lui appartient pas, les conditionnements qu'on lui a imposés, les filtres qu'on lui a mis. Et ça, c'est une notion de responsabilité, en fait, quelque part, hein. C'est prendre ou reprendre, en fait, le pouvoir, justement, sur sa vie. Ne pas se laisser, en fait, conditionner par des étiquettes rangées, classées, etc. Et donc ça, c'est vraiment une réflexion assez profonde et philosophique, euh, que je vous invite, voilà, si vous m'écoutez, à faire, mais ça va être votre libre arbitre ensuite d'y aller ou pas. Alors, pour aller un cran plus loin, encore dans le questionnement intérieur, dans les données qui nous définissent ou pas, j'aimerais vous parler d'un biais cognitif. On sait maintenant au niveau des neurosciences qu'il y a plein de biais cognitifs, hein. Mais c'est un peut-être qui a été un des premiers, hein, c'est l'effet Barnum. Donc en 1948, il y a un psychologue qui s'appelait Bertram Forer qui a en fait donné donc à ses étudiants à faire un test de personnalité. Et quand il a rendu le résultat de ces tests, en fait ce qu'il avait fait, c'est qu'il a pris des recueils d'horoscopes mélangés mais complètement en fait au hasard, et il les a distribués de façon aléatoire. Et ce qui s'est passé, c'est que la majorité des étudiants n'y ont vu que du feu. Ils sont même reconnus en fait dans le portrait qui était donné. Donc ça s'appelle l'effet Barnum. Donc vous voyez que ça porte quand même à réfléchir. Alors, il y a encore un niveau au-dessus. C'est le Barnum de Barnum. Alors j'en parle parce que je le retrouve finalement beaucoup chez des personnes en recherche d'elles-mêmes, au potentiel zèbre, enfin peu importe. Il y a des personnes qui justement manquent tellement de confiance, de connaissance sur elles-mêmes, qui ont passé tellement de temps en fait à croire qu'elles avaient un problème, qu'il est plus facile en fait pour elles de penser qu'elles ont encore un problème que d'accueillir qu'elles présentent certaines singularités. J'illustre mon propos. Je me rappelle d'une femme qui prenait enfin le temps, à la quarantaine, de faire un petit peu un bilan de sa vie, de se questionner, et qui, voilà, en fait, se disait, mais je suis peut-être hypersensible. Mais en fait, dès qu'elle se disait ça, il y avait une voix dans sa tête qui disait, non, non, mais pour qui tu te prends, quoi, en fait. Comme si c'était, voilà, une singularité un peu le Graal, quoi, exceptionnel, et donc en fait qu'elle n'avait pas ça, que finalement c'est plutôt le fait qu'elle ne sache pas résoudre ses problèmes, qu'elle ne sache pas gérer ses émotions, qui était le cas. Et en fait, en parlant avec elle, alors bien sûr, il y a des éléments de son histoire de vie, mais il y a aussi tout simplement son tempérament, des caractéristiques qu'elle avait en fait de naissance. Et ça a été un choc en fait aussi pour elle, hein. Voilà, elle supportait tout, elle prenait tout sur elle, pensant qu'en fait elle était fautive, qu'elle était coupable. Et il y a une grande différence en fait quand on va aller dans cette notion de libération intérieure entre la culpabilité et la responsabilité, de reprendre en fait les rênes de sa vie en main et de voir aussi que l'on a un mode de fonctionnement qui est singulier. Ça veut pas dire en faire un super pouvoir non plus, et être dans l'idéalisation, et parfois on peut partir aussi dans cet extrême, mais aussi voir les choses en fait comme elles sont, les observer. Alors sur cette notion d'inné ou d'acquis, donc je disais il y a eu beaucoup de discussions. Les scores de QI, on savait qu'ils étaient fortement influencés par l'environnement de l'enfant, mais dans les années 1980, il y a eu des remises en question en fait de cette théorie. Par exemple, des jumeaux homozygotes qui étaient séparés à la naissance, et ils ont vu que le quotient intellectuel et d'autres caractéristiques mentales étaient fortement corrélés.
avec une corrélation la plus forte pour des jumeaux qui étaient élevés ensemble. Donc en fait, finalement, ce que ça a montré, c'est qu'il y avait un mélange d'inné et d'acquis. Alors quantifié, voilà, certains chercheurs s'accordent bien, c'est à peu près équivalent. Encore une fois, c'est pas toujours facile hein, de scorer. Euh, je reprends l'exemple aussi de l'étude, donc ça c'était pour la haute sensibilité, hein. J'en ai parlé, ça peut être de naissance, il y a ce potentiel inné, donc, mais qui peut être modifié à la hausse ou à la baisse tout au long de sa vie. Il y a aussi la haute sensibilité traumatique, qui est liée à un événement douloureux, par exemple, qui peut être temporaire à ce niveau-là. Puis des fois il y a les deux, voilà. Pour ouvrir ce sujet, il y a aussi toutes les recherches en cours sur l'épigénétique. Donc, c'est cette science qui étudie l'influence de notre environnement sur notre développement, sur justement aussi qui l'on est. Hein. Il y a cette notion d'ADN poubelle. Donc, par exemple, vous en avez beaucoup entendu parler. En début, l'ADN, on pensait qu'il y avait une grande partie qui ne servait à rien. Et on étudie ça maintenant et on voit qu'il y a un rôle important dans l'autisme, dans certaines maladies auto-immunes. Donc quelque chose de ce code, hein, l'ADN c'est un code génétique qui est latent, des fois qui se révèle ou pas. Et pourquoi ça se révèle? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est d'autres choses, etc. Donc il y a encore toutes ces études qui sont faites sur cette notion d'inné ou d'acquis. Alors nos fêlures. J'ai mis deux citations sur cette diapo. Et pour moi, il y a un art en fait japonais qui représente bien cette notion qu'on appelle le kintsugi, hein, ou l'art de la résilience. Donc en fait, ce qu'ils font, c'est que plutôt que de jeter finalement des pots ou des poteries qui ont été cassées en 1000 morceaux, ils vont aller chercher ces morceaux, ils vont recoller les objets et au contraire ils vont les magnifier, vont les embellir, ils vont mettre de l'or dans les jointures là où ça a été cassé, là où il y a eu justement ces fêlures. C'est aussi voilà notre beauté, hein, nos expériences de vie, nos parcours, hein, des fois complexes, des fois plus ou moins douloureux, etc. C'est ce qui fait aussi hein, ce que l'on est aujourd'hui. Voilà, Carl Gustav Jung, hein, qui disait que ces événements, ces traumas, des fois, on parle de traumas, n'arrivent pas forcément par hasard. Hein. C'est au contraire pour rectifier des fois une trajectoire, pour explorer justement d'autres pistes, d'autres potentiels. Si le chemin que tu as devant toi est dégagé, c'est probablement que tu es sur le chemin de quelqu'un d'autre. C'est ce qu'il disait. Donc voilà, je pense que ces phrases en elles-mêmes ont beaucoup de résonance peut-être. Il y a d'autres théories, hein, d'autres personnes qui ont beaucoup parlé de nos fêlures justement et de rôle de notre histoire de vie, de ce que ça a comme influence hein, sur ce que l'on ressent, sur ce qu'il en est, notamment Kazimierz Dabrowski en 1964 avec la théorie de la désintégration positive. Vous voyez hein, sur l'image, c'est un petit peu comme des montagnes, hein. On va avoir différents sommets, à chaque creux, chaque vallée, c'est un petit peu une crise que l'on vit, mais où en fait on va faire éclater des conditionnements, ces notions justement de conformité par rapport à la norme, et ça va nous permettre de monter. Hein. Lui parlait de différents niveaux de conscience, où on va être de plus en plus en phase avec qui l'on est vraiment. Hein, donc c'est une théorie de la personnalité qui n'est pas considérée comme innée, mais acquise. Et ce qui est intéressant, c'est que cette théorie, elle va à l'encontre finalement de l'opinion majoritaire en psychologie qui décrit la santé mentale par l'absence de symptômes ou l'homéostasie, hein, c'est-à-dire l'équilibre. Voilà, qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de perturbation du système en fait. Et bien sûr, donc Carl Gustav Jung, hein, qui parle aussi du moi, c'est-à-dire le personnage que l'on se crée par notre histoire, notre vécu, et le soi, qui est une partie de nous, qui a un niveau de conscience justement beaucoup plus élevé, qui ne voit pas du tout les choses de la même façon, qui a aussi cette sagesse peut-être, hein, cette intuition intérieure. Et pour accéder en fait du moi au soi, il y a notamment plein d'ombres à traverser hein, dans notre parcours, notamment au niveau de notre inconscient personnel, mais qui est aussi impliqué en communication avec l'inconscient collectif. Alors, dans le quotidien, voilà, je vous laisserai lire hein, l'histoire en fait de cette cliente
savoir un petit peu comment ça se traduit. Souvent des personnes voilà, qui viennent avec un fort sentiment de décalage, hein, de solitude. Bon, elle retrace hein, notamment justement des passages par des crises d'angoisse. Souvent, donc ça c'est un petit peu la double peine, hein, c'est de ne pas être comprise par son entourage, pas systématiquement, mais souvent ça peut renforcer cette notion de différence. Voilà, elle parle de certains types de relations uniquement qui lui plaisent avec des personnes aussi justement singulières. Donc, une difficulté d'avoir vraiment des groupes importants d'amis, de se sentir des fois hein, dans ce besoin un petit peu de socialisation justement entendu et respecté, hein, parce que bon, il y a aussi voilà, les idées qui peuvent être très fortement discutées. Et c'est aussi cet hyperconformisme, c'est-à-dire, voilà, on parle souvent de caméléons, hein, de personnes qui se suradaptent, qui développent un faux self, parce que justement, elles ont du mal à s'autoriser à être elles-mêmes. Et donc, bah justement, elles ne sont pas elles-mêmes en fait. Elles sont vraiment derrière des masques liés parfois à des blessures hein, personnelles. Et voilà. Bon, dans son parcours, elle m'a expliqué hein, qu'elle finissait par se faire une raison, voilà, qu'elle n'était pas adaptée. Donc vous voyez encore cette notion de je prends sur moi, hein, quelque part. Je me sens bah, complètement dans cette posture d'imposture, justement, hein, de ne pas être comme tout le monde. Et elle a complètement découvert en fait cette notion de haut potentiel. Alors par sa fille, ça peut, c'est voilà, par les enfants. Les enfants, c'est aussi un petit peu des reflets de certaines parties de nous. Hein. Et sa fille a été diagnostiquée. Et donc de cela, en fait, elle a démarré, bon, son message s'arrête là, mais de cela, elle a démarré tout un parcours de recherche. Elle a fait elle-même les tests qui ont montré qu'elle était aussi au potentiel. Et donc, en fait, alors, ça a été une ouverture en fait, d'esprit. Hein. Bien sûr, après, il y a un accompagnement souvent qui est nécessaire parce que quand on a vécu tant d'années avec une certaine étiquette, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour voilà, s'ouvrir à d'autres choses, il y a aussi des fois différentes étapes. Alors, pour reconnaître, j'ai essayé de synthétiser un petit peu ce qu'on a vu avec des points de reconnaissance pratiques. La liste n'est pas du tout exhaustive. Et encore une fois, on n'a pas tous les points. On en a peut-être juste un ou deux. Mais dans ces notions d'intelligence un petit peu singulière, multiple, etc. Ce qu'on reconnaît, le premier point, c'est souvent un raisonnement global intuitif. Donc on voit les choses dans leur ensemble et pas de façon linéaire, hein, pas de façon séquentielle. Parfois, donc, justement, il y a ce côté, la solution arrive, on a une intuition, c'est même pas forcément l'expliquer ni la justifier. Parfois, et pas toujours, hein, il y a une très bonne mémoire associée. Des enfants qui aiment lire, enfin des adultes aussi, hein, un vocabulaire important par exemple. D'où je mets encore une fois le mot parfois, mais je vais le répéter parce que, encore une fois, c'est des tendances. Hein. Parfois, des idées en avance sur son temps. Hein, et une grande frustration, justement, pas être comprise. Enfin, un sentiment de ne pas être compris. Donc, il y a une nuance par rapport à ça. Une grande ouverture d'esprit, avec cette grande curiosité intellectuelle hein, sur plein de domaines. Très touche à tout, une imagination débordante, souvent plein de choses en même temps, justement, sur le feu. Ça, c'est un peu le point qu'on avait soulevé dans la multipotentialité, et besoin de créer plusieurs projets de front. Hein. L'efficacité, souvent, elle est là, c'est-à-dire que c'est des personnes qui ont tendance à s'ennuyer s'il n'y a pas plusieurs choses, si elles ne sont pas intellectuellement stimulées. Donc, il y a une capacité de travail importante et de persévérance très importante lorsqu'il y a un intérêt pour le sujet. Ensuite, donc il y a d'autres points de caractéristiques, la haute sensibilité, parfois donc ça peut se combiner, des fois c'est uniquement ça, donc on a vu hein, sensibilité soit au niveau des émotions, soit au niveau des sens, enfin il y a différents types de sensibilité qui s'expriment. Autre point que moi j'ai pu voir chez certains clients, c'est un grand sens moral, donc avec des notions très fortes de justice, j'ai pas mis la liberté mais il y a aussi ça, de compassion, d'altruisme, parfois d'idéalisme, en gros tout un questionnement existentiel et souvent justement une recherche de personnes avec qui partager, donc plus âgées, parfois il y a des fois des décalages d'âge, des amis avec des grandes différences d'âge parce qu'en fait il y a plus de maturité.
Et puis, bon, dans un autre point, des fois, il y a un sens de l'humour qui peut être souvent assez développé. Alors, des fois, bien sûr, hein, on a chacun aussi notre sens de l'humour à nous, personnel, donc peut être vu comme assez critique ou acerbe, ça, en tout cas, ou corrosif, hein, des fois, caustique. Ça dépend, voilà, de l'appréciation de chacun. Quelques challenges. Donc, j'en ai relevé 4. Je vais plutôt insister sur les forces parce qu'on parle, je crois, enfin, à ma connaissance, suffisamment justement des problèmes de cette intelligence multiple. Donc, on va peut-être aujourd'hui arrêter de s'en créer, hein, enfin, si vous en faites le choix. Voilà, dans les challenges à relever, il y a le fait d'avoir ce courage d'oser être soi. Donc le caméléon, ok, il peut apporter certaines choses à certains moments, mais aujourd'hui, est-ce qu'on en a encore besoin, hein? Donc c'est la question à se poser. La régulation émotionnelle, avec des fois voilà, des pics en intensité autant vers le haut que vers le bas. Une régulation cognitive, c'est-à-dire un flot incessant de pensée, souvent des personnes plus sujettes au stress, au burn-out aussi. Hein, ça ne veut pas dire qu'elles sont plus fragiles, ça veut dire justement qu'elles sont plus efficientes. Et donc elles se brûlent en fait de l'intérieur parce qu'en fait leur cerveau, comme le fonctionnement est différent, les connexions voilà, sont beaucoup plus importantes. Il y a même des études hein, sur l'aspect nutritionnel. En fait, on sait que les besoins ne sont pas les mêmes. Et si on ne sait pas s'écouter, c'est encore avec un si, hein, et bien là justement on peut aller jusqu'à se dépasser et à se laisser emmener par les sollicitations multiples. Et puis des challenges aussi au niveau relationnel. C'est logique, hein, si la relation avec soi, c'est le premier point, a déjà du mal à se faire, à se connecter, c'est logique que pour faire le lien ensuite avec l'univers de l'autre, si on ne connaît pas son propre univers, c'est plus complexe. Alors, les forces. Les forces, alors là j'ai un petit peu mis ça en vrac, hein, il n'y a pas forcément, là encore, hein, d'ordre ou de plus ou de moins par rapport à ce que je liste. Une grande force d'empathie. Alors, bien sûr, vous pourriez me dire, mais ouais, mais l'empathie peut me gêner dans certains cas, je peux me sentir éponge émotionnelle. Mais en fait, dans toute caractéristique, il y a toujours les deux côtés. Le côté on va dire positif et l'autre côté négatif, ou le côté lumière et le côté ombre. Tout dépend ce qu'on regarde, ce qu'on choisit de regarder et comment on peut s'entraîner à, justement. Et justement, alors pour s'entraîner, la notion de sensibilité avantageuse a été donc beaucoup discutée ces dernières années. C'est en fait cette capacité, ce potentiel de pouvoir justement développer une faculté justement d'être sensible à des choses, à apprendre pour se développer si l'environnement voilà, est favorable aussi. C'est-à-dire, autrement dit, pour donner peut-être des exemples plus concrets, des personnes de ce type-là peuvent, si elles bénéficient ou si elles ont envie d'aller vers un programme de formation, de prévention, ou une thérapie, un accompagnement, enfin peu importe, et ben en fait, elles vont en profiter davantage que les autres personnes. Et donc ça, c'est important aussi de le dire. Capacité d'analyse, donc très profonde, très réfléchie. Voilà, le fait de lire entre les lignes, le fait de, voilà, on l'a vu tout à l'heure, hein, de connecter des choses qui n'ont pas forcément de lien entre eux. Des valeurs aussi, morales fortes et humanistes, comme je le disais avant. De l'intuition, c'est côté visionnaire des fois, hein. Quand je disais en avance sur son temps, c'est ça. La créativité, l'imagination qui peut être appliquée à plein de choses, à la fois pour soi-même, voyager, hein, quand justement on a ce ressenti peut-être de perte de liberté, cette capacité de voyager sans forcément quitter sa maison, hein, par le voyage intérieur par exemple. La créativité pour tout ce côté artistique aussi, hein, voilà. Et moi je trouve que c'est une force, hein, une capacité de se remettre en question. Alors bien sûr ça peut encore une fois être pénalisant si ça prend toute la place, mais en même temps ça sert à apprendre, ça sert justement à avoir cette capacité d'introspection, de curiosité, c'est-à-dire d'être dans une sorte de oui, de développement continu. Bon, développement, c'est un terme relatif aussi, parce que je pense qu'on a tout en nous, mais en tout cas, de lecture de soi, et d'aller de plus en plus vers la réalisation de soi. Donc il y a un potentiel d'ouverture de conscience qui est pour moi énorme à ce niveau-là.
et aussi sur la sensorialité. On oublie, hein, on entend là aussi plutôt les difficultés, l'hyperstimulation, être hypersensible à des atmosphères lumineuses, sonores, etc. Oui, bien sûr, je ne nie pas que cela n'existe pas, mais on peut aussi voir l'avantage de percevoir des détails et des choses, la beauté cachée, jouir de nos sens beaucoup plus finalement aussi, puisque c'est plus intense dans les deux côtés, toujours pareil. Des fois, la synesthésie, hein, c'est le fait de, voilà, euh, je trouve ça, c'est assez fantastique, hein. C'est par exemple, vous entendez des sons et certaines personnes vont les traduire en couleurs, hein. Voilà, il y a un sens qui va, hop, être connecté à un autre avec complètement une différence entre ce qui rentre et ce qui va ressortir par la personne aussi, hein. Donc, c'est vraiment l'humain qui est au service, là, je pense, de l'expression du vivant au sens large. Et dans les forces, je mets justement ces potentiels à développer. Et pour moi, il y en a deux. Il y a la conscience métacognitive, c'est-à-dire le fait de pouvoir observer ses pensées. Hein, je mets de la conscience sur ma conscience en fait. Hein. Méta, c'est ça, c'est je m'éloigne encore d'un niveau. Donc voilà, cette capacité de s'enrichir personnellement et aussi émotionnelle. Et sur l'émotionnel, là je vous ai mis une roue qui est utilisée quand on travaille justement, on fait un bilan vraiment de ses compétences émotionnelles. On va travailler donc sur différentes notions. Et cette intelligence, donc, elle peut être développée et entraînée. Et à quoi ça sert actuellement? Ça sert à plein de choses. Ça sert justement à permettre ce lien avec soi, mais aussi développer ses relations sociales. Garner en avait déjà parlé, hein, de l'intelligence intrapersonnelle, cette notion d'intelligence multiple. C'est aussi ce rapport avec la sensibilité d'une personne à ses propres potentialités, à ses limites, ses propres émotions, c'est votre monde intérieur. Et ça permet par exemple aussi l'estime, la confiance en soi. Ça permet également, on le sait, hein, il y a vraiment des chiffres, notamment hein, le forum de Davos en 2017 qui a montré par exemple que l'empathie, c'était une des compétences maintenant les plus recherchées en entreprise et que vraiment c'était lié à cette notion de réussite professionnelle et personnelle. Alors bien sûr, réussite est encore tout à fait relative, mais d'après ces études-là. Ça permet aussi de développer, justement, quand on se sent indécis, quand on ne sait plus quel sens prendre et quel sens notre vie a de façon tout court, c'est arriver à retrouver cette capacité de choix, de prise de décision, et c'est ça notre liberté intérieure. Donc, mon message, finalement, peut-être pour conclure, c'est d'aller vers cette souveraineté intérieure, en fait, vraiment ce pouvoir que l'on a tous, ces ressources que l'on a tous, notamment via nos émotions. Pour moi, nos émotions, c'est ce qui fait de nous notre humanité. C'est notre boussole intérieure. Et je crois qu'effectivement, les rejeter, ça revient à se rejeter soi-même. Pourquoi c'est notre vérité? Donc, il n'y a pas de vérité unique, ni absolue, c'est des vérités personnelles et relatives. Mais en fait, notre vérité, parce que nos émotions sont liées à notre mémoire. On sait que l'on retient souvent quelque chose plus facilement parce qu'on associe une émotion avec une pensée. Et donc, elles nous permettent de créer, elles nous poussent à accomplir de grandes choses. Et grandes choses, c'est pour moi, c'est se réaliser. Et surtout, elles nous permettent en fait d'aimer. Alors, je crois, voilà, mon message, ce serait de les écouter, d'apprendre à les écouter, de les aimer tels que nous sommes en fait aussi et dans notre totalité. Donc le message, voilà, si vous me suivez sur les réseaux, sur mon site, etc., c'est rayonner votre sensibilité, votre singularité et aller vers votre plein potentiel. Et voilà, s'il n'y a que quelques notes à retenir, je crois qu'en fait, cette notion de diversité, de différence, de singularité, c'est justement ce qui fait la beauté, en fait, la perfection de notre parcours, c'est nos imperfections. Je pense qu'il n'y a pas qu'un seul chemin. Il y a plusieurs chemins et chacun peut trouver le sien. Celui qui le rend peut-être vraiment rayonnant et unique, tout en lui permettant justement de rester en lien avec les autres, donc tout en embrassant le monde.
avec toutes ces intelligences, toutes ces différentes formes qui sont complémentaires. Et vous avez compris, dans ce parcours d'aller plonger à l'intérieur de soi, c'est aussi aller à la recherche de toutes ces parties de soi, de ces zones d'ombre, de cette lumière, pour aller effectivement les rassembler. C'est ce qui va aussi permettre qu'on va être finalement dans cette unicité. Donc la question finale, si nous nous laissions être, en fait, la question c'est et si tout était déjà là? S'il suffisait de le reconnaître et de l'embrasser, s'il était peut-être juste question de sortir de l'histoire que l'on se raconte, parfois de ce personnage que l'on joue, de se désidentifier de tous les rôles que l'on prend toute la journée pour vivre la réalité que nous sommes dans notre totalité. Et si nous reconnaissions notre capacité à nous réinventer sans cesse, en laissant finalement le vivant nous façonner à chaque instant. Je vous quitte sur ces mots. Bien sûr, je reste à votre disposition en cas de questions suite à cet atelier. Je vous renvoie également vers mes programmes d'accompagnement à la fois individuels. Vous avez toutes les informations sur mon site, mais également collectifs. Et donc, il y a régulièrement des programmes en ligne collectifs que je mets liés justement à cette connaissance de soi, à retrouver cette souveraineté intérieure et aussi à potentialiser nos forces, notamment en lien avec l'intelligence émotionnelle. Donc vous retrouverez toutes les informations dans les différentes rubriques et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et un nouvel atelier vidéo. Merci.